Ok, donc déjà bonsoir à tous. Vraiment merci pour cette occasion que vous me donnez de présenter le thème. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Mais avant de commencer, j'ai deux questions pour vous. Voilà, pour mener à, bon, pour bien aborder le thème. D'abord, la première question, c'est de savoir pourquoi les avions sont-ils rarement de couleur bleue? Parce qu'on voit généralement des avions de couleur blanche, mais pourquoi les avions sont rarement de couleur bleue? La deuxième question est, en travaillant sur un véhicule autonome, un dilemme se présente à vous. En cas d'urgence où le véhicule doit choisir entre percuter un enfant ou un vieillard traversant la route, comment cette décision doit-elle être programmée ou plutôt qui des deux doit-on sauver? Donc, ce sont des questions qui sont, surtout la deuxième qui est un peu difficile à répondre parce que certains diront, ah, on doit sauver l'enfant, d'autres diront, on doit sauver le vieux. Donc, en réalité, ça dépend de la culture. Parce que dans certains pays, on peut décider de sauver l'enfant, mais en Asie, par exemple, on va décider de sauver la vieille personne. Donc, dans ce genre de cas, personne n'a raison, personne n'a tort. Mais tout dépend du contexte, tout dépend de la réalité que nous vivons chacun. Alors, revenons aux avions. Les avions sont rarement de couleur bleue parce que la couleur bleue empêche, au fait, euh, la dissipation thermique. Ça a une mauvaise dissipation thermique. Donc, en gros, ça ralentit, ça diminue, au fait, la vitesse de l'avion. Voilà, ça joue sur les performances de l'avion. Donc, avant de continuer, je suis Fildouane Arishadra Kodraogo, je suis médecin en formation, je suis aussi développeur passionné par l'intelligence artificielle. Ok, donc tout comme le choix de la couleur d'un avion peut sembler anodin, mais repose sur les considérations techniques comme la dissipation thermique par exemple, l'adaptation de Google AI au défi de la santé en Afrique nécessite de prendre en compte des facteurs spécifiques au contexte africain. Donc, on ne peut pas adapter au fait Google AI sans prendre en compte les défis, les réalités que l'Afrique vit. Donc, maintenant, quels sont les défis de l'Afrique dans la santé? Donc, qui parle d'Afrique parle aussi de société, de culture, de croyances, de traditions, de diversité, mais aussi de réalités. Voilà, je m'explique. Par exemple, une fois sur le terrain, euh, j'ai remarqué que, par exemple, il y a certaines ethnies, lorsque les femmes accouchent, quelle que soit la douleur de l'accouchement, les femmes ne poussent pas de cri. Elles accouchent sans pousser un cri. Donc, dans leur culture, dans leur croyance, au fait, il faut presser le sable jusqu'à ce que l'huile sorte. Donc, c'est ce qu'ils se disent. Parce que c'est pas normal qu'une femme pousse des cris pendant l'accouchement. Voilà. Certains trouveront ça bizarre, d'autres trouveront ça normal. Donc, vous voyez déjà qu'il y a déjà un autre contexte, une autre réalité qu'on doit aborder. Voilà. Déjà, les traditions. Certains, lorsque nous on passe sur le terrain pour les soins, certains disent, OK, ah, ces médicaments, c'est bien, mais en gros, c'est pour le blanc, c'est pour les trucs modernes. Nous, on préfère les médicaments traditionnels. Donc, ce qui encore rend compliqué la prise en charge des patients. La diversité, parce qu'il y a la diversité de langues. Aussi, plusieurs fois, j'ai eu ce problème parce que déjà dans notre pays, on est au Burkina Faso, je pense qu'on a environ une soixantaine d'ethnies, donc avec plusieurs langues. Donc, ce qui fait que si quelqu'un vient avec une autre langue que je ne comprends pas, c'est compliqué pour moi en fait, de le prendre en charge. Donc, il faut que j'attende quelqu'un pour traduire. Et la traduction aussi, elle est subjective parce que ça dépend de celui qui traduit. Voilà. Parce que celui qui traduit, s'il ne maîtrise pas vraiment ce qu'on dit, ce serait, il va déformer la réalité. Et en plus de ça, la notion de douleur n'est pas la même chose que sur les gens. Pendant que d'autres peuvent augmenter la douleur, d'autres peuvent minimiser la douleur. Or, dans la prise en charge d'un patient, la douleur est un signe très très important, l'intensité de la douleur. Les réalités, il y a les réalités que nous connaissons tous, les réalités socio-économiques, le manque d'infrastructures, voilà, peut-être la difficulté de couverture sanitaire, aussi même la couverture du réseau qui est là. Voilà. Parce que si on n'a pas assez de réseaux, on ne peut pas déployer certaines technologies. Voilà. Donc, en Afrique, on ne peut pas aborder les défis de la santé sans prendre en compte, comme je disais, la diversité culturelle, les croyances traditionnelles et aussi les réalités sociales qui influent dans la pratique médicale et les attitudes des patients.
Voilà. Parce que certains passages, si vous ne respectez pas, au fait, leur culture, leurs pratiques, leurs croyances, vous n'allez pas obtenir des réponses d'eux. Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre comment ils fonctionnent, comment ils font les choses avant d'obtenir une réponse d'eux. Donc, maintenant, comment adapter Google AI au défi de la santé en Afrique? Voilà. Un des points que je peux noter, c'est la mise en place de chatbots vocaux en langue locale pour faire face à la barrière linguistique, parce que c'est très, très, très important. Si on ne se comprend pas, c'est difficile de se soigner. Voilà. Et certains termes sont difficilement traduits dans nos langues locales. Voilà. Donc, il est très, très important de voir pour faire face à ce problème-là. Parce que si déjà le patient sent que vous le comprenez, vous parlez le même langage que lui, voilà. C'est comme si je prends des développeurs. Les développeurs Python, entre eux, codent plus facilement par rapport à peut-être développeurs C ou Python, parce qu'il y aurait une différence. Voilà. Mais ceux qui sont carrément Python, c'est plus facile pour eux de causer, de se comprendre. Voilà. Donc, par exemple, pour la mise en place de ces chatbots vocaux en langage langage local, donc on a Dialogflow qu'on peut utiliser, Google Cloud Text to Speech et Google Cloud Speech to Text. Voilà. Parce qu'il faut pouvoir traduire, voilà. Au cas où le patient parle, où on n'entend pas le son, on peut au moins voir les écritures, la transcription, voilà, pour pouvoir comprendre ce qu'il dit. Et il y a un de mes coups de cœur de Google récemment, Google Translate, qui a mis à jour sa base de données avec les nouvelles langues, voilà, avec des langues africaines qui sont là, comme le Diola, le Fulfulde. Et moi, je suis content parce que j'ai eu à croiser ce problème-là de langue, et notamment le Fulfulde. Parce que le gars parle Fulfulde, moi je parle le français, je parle le moré. Donc c'est compliqué. Mais avec ces nouveaux outils, on peut déjà permettre à l'utilisateur, au patient, au médecin de pouvoir communiquer facilement. Voilà. Et aussi Google Cloud Natural Language API, donc ces API qui vont permettre vraiment de développer ces solutions. Et aussi le SDK qui vont nous permettre de l'adapter sur le support téléphone. Parce que tout le monde n'utilise pas des ordinateurs, tout le monde n'est pas un professionnel de la communication, mais des supports téléphones pourront être efficaces. Pourquoi pas même faire de telle sorte qu'on puisse appeler directement et parler, voilà, pour avoir certaines informations sans forcément passer par quelqu'un. Voilà, ce serait très, très intéressant. Aussi, AutoML. Voilà, AutoML, c'est une plateforme qui permet de créer des modèles de machine learning sans nécessiter d'expertise approfondie en programmation. Voilà. Donc, ce qui peut être comme un moyen d'accessibilité aux agents de la santé, aux outils de l'intelligence artificielle. Parce que le gros problème, c'est quoi? Quand on parle d'intelligence artificielle, beaucoup d'agents de la santé se disent: ah, ça ne les concerne pas. Je ne suis pas développeur, je suis médecin, je me concentre sur la médecine. Voilà. Donc, pas tous, mais beaucoup se disent ça. Or, c'est l'erreur que nous faisons. Nous sommes dans un monde qui évolue. Nous devons évoluer avec le monde. Donc, nous devons nous adapter pour pouvoir offrir les meilleurs soins à nos patients. Voilà. Donc, avec ces genres d'outils-là, certains médecins, certains doctorants, des étudiants, des professeurs, ils peuvent vraiment travailler à utiliser ces données-là pour pouvoir développer des solutions, voilà, qui vont aider les patients, tout en prenant compte aussi des contextes culturels. Par exemple, déjà, avec la couleur de la peau, si on va faire peut-être de la reconnaissance peut-être de lésions de la peau. Si on va faire des reconnaissances de lésions de la peau, on aura du mal à avoir un résultat efficace sur la peau noire si on se concentre sur la peau blanche. Et voilà, donc c'est très très important en fait, voilà, d'inclure tout le monde pour pouvoir avoir une vision plus globale, une vision plus différente et une vision plus inclusive. Aussi, il y aura aussi l'analyse des images médicales, mais aussi l'interprétation des résultats de laboratoire. Voilà. Ce qu'il faut savoir, je ne sais pas dans les autres pays, mais dans mon pays, souvent il est plus facile de faire un examen sanguin que de faire un examen d'imagerie médicale. Quand je parle d'imagerie médicale, là, je parle de la radiologie, les scanners, l'IRM. Voilà, parce que ce sont des appareils qui sont chers et souvent la maintenance est un peu chère, un peu compliquée. Donc, vous voyez un peu la complexité. Mais
au moins utiliser les données biologiques comme les données sanguines, le crachat par exemple comme ça, la salive, ça peut permettre d'avoir d'autres alternatives. Je prends l'exemple de Ziwig. Ziwig, c'est aussi un de mes coups de cœur parce que dans mes recherches, je suis tombé sur ça. Ils ont utilisé la salive pour essayer de détecter l'endométriose. Parce qu'avant l'endométriose, il fallait opérer la patiente, faire des examens d'IRM. L'IRM, c'est très cher, donc on peut opérer une, deux, trois fois sans trouver. Et c'est fatigant. Voilà. Souvent aussi, opérer un patient pour ne pas trouver quelque chose, faire des examens chers pour ne pas trouver quelque chose, ça déçoit le patient. Voilà. Son espoir baisse. Mais avec ça, juste avec la salive, on peut détecter au fait et on peut trouver et diagnostiquer l'endométriose. Vous voyez que ça facilite les choses. Voilà. Donc, je me dis que peut-être avec AutoML, d'autres pourront vraiment explorer ces pistes-là. Voilà. Aussi, pour moi, il y aura l'introduction aussi des SLM, donc Small Language Model. Voilà. Donc, parce que c'est vrai, il y a l'IA générative qui est là, on a les Large Language Models qui sont là, mais le gros problème aussi des Large Language Models, c'est que ça consomme des ressources. Voilà. Et nous sommes vraiment dans un écosystème là où les ressources sont limitées. Mais l'introduction au fait des SLM peut vraiment faciliter l'utilisation de l'IA dans la santé en Afrique. Donc, favoriser la disponibilité des soins et l'accessibilité des soins, même l'équité des soins et l'inclusion des soins, surtout pour la gestion des dossiers patients et des données complexes, parce que le dossier patient, c'est très, très important. Voilà. Un patient qui n'a pas ce dossier complet, c'est pas intéressant. On a du mal à faire le diagnostic, on a du mal à faire le suivi des soins. Voilà. Et certaines données complexes peuvent vraiment être générées et être vraiment classées, très bien disposées dans les termes médicaux, voilà, dans un langage propre et qui vraiment, comment dire, qui va permettre vraiment aux médecins d'être plus efficaces dans la prise en charge des patients. Voilà. Comme je disais, c'est plus léger, plus facile à déployer et ces modèles peuvent offrir des solutions pratiques pour les agents de santé sur le terrain. Voilà. Aussi, ça permet aussi de bénéficier d'une assistance basée sur l'IA sans nécessiter d'infrastructures complexes. Donc, ces modèles aussi peuvent aussi faciliter la classification des données, aider à la création des résumés médicaux, comme je le disais. Nous, on dit par exemple l'anamnèse, un patient qui vient, on est un peu coincé. S'il raconte, l'IA peut reclasser, voilà, restructurer par chronologie. Nous, on a des signes au fait qu'on classe. Voilà. La douleur, par exemple, la douleur s'est caractérisée en fonction de sa localisation. Donc, ça peut nous permettre vraiment d'avoir plus de temps et de se consacrer aux différents patients. Et même la classification des données peut permettre aux étudiants de bien s'entraîner. Parce que souvent, parfois, nous manquons de laboratoire. Donc, pour rentrer, expérimenter et rentrer, expérimenter sur peut-être certains tissus biologiques qu'on sort. Mais avec peut-être la classification de données, le simple fait de voir, de classer les données, ça, c'est telle maladie, ça, c'est pas telle maladie, ça, c'est quoi, ça peut vraiment participer à la formation des futurs médecins. Aussi générer même des recommandations de traitement adaptés aux spécificités locales. Voilà. Parce que c'est comme je disais, d'autres disaient, ah, ce traitement, je ne peux pas prendre parce que ce traitement, c'est un traitement de blanc, un traitement de riche et consort. Pourtant, le traitement, c'est un traitement de tout le monde. Mais au moins, faire une comparaison entre les médicaments qu'on a et peut-être son équivalent traditionnel dans la médecine traditionnelle peut être carrément efficace. Voilà. Parce qu'on aborde la solution d'une autre manière. Parce que le médecin ne peut pas tout connaître. C'est pour cela qu'il y a des médecins spécialisés, il y a des pharmaciens. Donc, on aborde le traitement d'une autre manière. Et il a son équivalent en traitement traditionnel. Et il a ses soins, et il a ses doses, et tout le monde est gagnant. Aussi, cela est particulièrement crucial dans un contexte là où il y a un manque de personnel médical qualifié. Il y a des périodes vraiment où on a un manque de personnel médical qualifié et si on gagne ce système, ça va nous permettre de gagner en temps et en productivité. Voilà, surtout pendant ces périodes de paludisme qui sont là. Parce que lorsque ces périodes, septembre, octobre, novembre, décembre, comme ça, dans notre zone, c'est une vraiment période de palu qui est là. Et c'est chaud partout.
Donc, lorsqu'on va vouloir gérer des urgences, c'est compliqué de pouvoir prendre en charge tout le monde. Voilà. Donc, c'est comme je disais, se concentrer vraiment, permettre aux agents de santé de se concentrer sur les soins des patients tout en bénéficiant d'un soutien technologique. Aussi, un de mes coups de cœur, c'est AlphaFold. AlphaFold, vraiment, qui est en train de révolutionner la génomique avec de nouvelles structures qui sont et qui le coffrent. Déjà, ça permet d'avoir des structures tridimensionnelles et ça permet vraiment à tout le monde, à moins, bon, pas même à moins de coût, gratuitement même, je vais dire, d'avoir accès à une base de données et de faire des recherches et de travailler. Voilà. De vraiment se plonger sur des données que on n'était pas sûr d'avoir, des données qu'on allait payer cher et qu'on n'avait pas les moyens d'avoir. Par exemple, quand je fouillais récemment dans la base de données d'AlphaFold, il y avait les protéines et les gènes des cancers de sein, cancer de colon et consorts. Tout ça, ça va permettre aux gens vraiment de pouvoir se plonger, de voir comment vraiment utiliser ces technologies-là pour pouvoir faire face à ces cancers-là, surtout cancer de sein, cancer de col de l'utérus, qui fatiguent les femmes et qui fatiguent beaucoup de personnes dans notre pays. Voilà. Et pourquoi pas une version médicale traditionnelle en Afrique. Voilà. Prendre ça avec nos connaissances africaines qu'on a, nos plantes, nos molécules qu'on a, essayer de voir, tester des molécules et voir si vraiment on peut trouver des médicaments qui sont peu nocifs pour la santé, voilà, qui n'ont pas trop d'impact sur le foie et consorts, et qui sont accessibles à tout le monde. Voilà. Je me dis que si vraiment on a un outil comme AlphaFold, peut-être en version traditionnelle en Afrique, je me dis que ce sera encore plus pertinent et ça va permettre de valoriser déjà la culture, la culture africaine, ça c'est vrai, mais aussi la médecine traditionnelle, parce que la médecine traditionnelle a beaucoup de choses en fait, à offrir. On n'exploite pas assez. Voilà. Maintenant, il y a Bert. Bert aussi, j'ai eu à tester Bert récemment. J'étais en train de m'amuser avec une base de données. Donc, avec Streamlight, j'ai utilisé Bert pour pouvoir essayer de simuler comme si j'étais dans un hôpital. Voilà, j'étais dans un hôpital, je cherche des noms des patients, je cherche les cas et consorts. Donc, c'est tellement efficace que je me dis que si on a pu l'adapter dans les dossiers patients, dans les systèmes de santé africains et avec les SLM, je me dis que ça va encore être quelque chose qui va soulager les professionnels de la santé. Aussi, BERT permet de détecter les biais culturels. Voilà. Et facilite aussi l'adaptation au contexte local. Voilà. Parce qu'avec son fonctionnement, son approche et sa compréhension même du texte, ça facilite beaucoup de choses. Et les biais culturels, vraiment, sont des trucs qui nous fatiguent. Que ce soit dans le domaine de l'IA, les biais et fatigue, bon, les ingénieurs en IA, parce que parfois on a des données biaisées, que ce soit dans la santé aussi, on a des réponses biaisées, mais avec quelque chose qui va essayer de voir faire un filtre pour essayer de donner quelque chose d'approximatif, je pense qu'on sera plus efficace. Aussi, Google AI peut permettre la personnalisation des soins. Voilà. Par exemple, Google AI pourrait être utilisé pour personnaliser les soins de santé en fonction des données culturelles. Par exemple, des systèmes d'IA qui peuvent être programmés pour prendre en compte les comportements culturels. Voilà, parce que les comportements culturels aussi jouent un impact sur la santé. C'est comme je disais, certaines femmes elles ne crient pas pendant l'accouchement, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas mal. Donc, si on va interpréter ça autrement, euh, ça va biaiser la prise en charge de la femme. Donc, il faut vraiment pouvoir voir, personnaliser les soins et pouvoir voir comment évaluer la douleur sur cette femme-là, sans pour autant, en fait, la léser émotionnellement, sans qu'elle ne se sente pas éloignée de sa culture, mais trouver un moyen peut-être d'évaluer la douleur pour pouvoir faire la prise en charge. Voilà. Pourquoi pas renseigner les agents de la santé sur les croyances et les interdits de certaines cultures afin de faciliter les soins. Parce que à cause des cultures, des traditions, on ne maîtrise pas les croyances, les cultures et les traditions varient. Ça varie. Chaque patient a sa culture, sa tradition. Voilà. Et il y a son entourage encore qui va venir influencer. Donc, ça peut permettre vraiment de renseigner
et les agents de la santé sur les interdits et, et faciliter aussi les soins. Aussi, le principe fait. Donc, le principe fait, c'est un principe qui permet d'avoir et de trouver facilement les données, euh, et de rendre les données accessibles, de rendre les données interopérables et de rendre les données réutilisables. Voilà. Donc, avec certaines API comme Google Healthcare API, on peut permettre de structurer et de gérer les données de santé en médecine, tout en standardisant euh, avec des normes comme le FHIR, Fast Healthcare Interoperability Resource ou DICOM. Si vous rentrez sur la plateforme de Google Healthcare API, vous allez voir le FHIR et le DICOM. Voilà, ce sont les formes standards de données qu'on utilise souvent. Très souvent, c'est dans la santé pour pouvoir vraiment avoir une réglementation vraiment stricte et ordonnée des données pour faciliter l'utilisation. Voilà. Euh, Aussi, cela peut permettre de rendre cette donnée accessible grâce aux API RESTful, donc interopérable, surtout réutilisable, comme je disais, surtout à des fins de recherche, de formation de modèles d'IA ou de gestion clinique. Voilà. Parce que la gestion clinique, elle est très, très, très importante. Il ne faut pas négliger certains signes cliniques, il ne faut pas négliger certains signes. C'est comme en programmation, il y a certaines variables, si vous négligez, vous aurez des bugs dans votre code. Donc, il y a certains signes aussi. Si on néglige, on aura un faux diagnostic, un mauvais traitement, on risque de perdre le patient. Voilà. Donc, je vous dis merci pour tout. Donc, c'est tout pour moi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, Ariel Chadra ou sur Gmail. Merci beaucoup.